Désolé, Benjamin Netanyahu va rencontrer Donald Trump. Aujourd'hui, on a appris qu'une nouvelle fois, Ben Gvir a annulé sa visite aux États-Unis. Il voulait aller à New York, et on sait bien quelle est l'ambiance là-bas. Les gens allaient manifester contre lui et contre ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. On comprend donc pourquoi il a annulé son déplacement. Mais je ne sais pas ce que Benjamin Netanyahu cherche à faire. Quel est, selon vous, l'objectif principal de cette nouvelle rencontre avec Donald Trump? Comment vous l'interprétez? Eh bien, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils annulaient la visite. Benjamin Netanyahu, non. Lui, il va aller aux États-Unis. Mais Ben Gvir, lui, a annulé sa visite aux États-Unis parce que ce n'est pas si important. Ce qui compte vraiment, à mon avis, c'est la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Oui. Est-ce qu'on sait quelle date? Et ça, On ne sait pas. Oui, donc Netanyahou va venir, et ils vont sans doute faire toutes les belles photos, les promesses de soutien à Israël et tout le reste. Vous voyez, Mais ça ne change pas le fait qu'en ce moment, les États-Unis retirent leurs forces. J'ai appris hier soir, je ne me souviens plus si c'était Mario ou Suleiman. Oui, je crois que c'est Mario qui a rapporté que les B-52, qui étaient stationnés à Farnsworth, en Grande-Bretagne, sont maintenant repartis aux États-Unis. Et après leur départ, un groupe de F-15, qui était basé en Jordanie, a volé vers le Royaume-Uni avant de rentrer, lui aussi, aux États-Unis. Donc il y a bien une réduction des forces américaines déployées dans la région. Elles rentrent au pays. Alors Netanyahou, je suis sûr qu'il va essayer de pousser Trump à prendre un engagement militaire d'une manière ou d'une autre. Mais je ne sais pas si Trump pourra le faire. c'est quel genre d'engagement ça? Est-ce qu'il veut vraiment s'en prendre à l'Iran, encore une fois? Oui, absolument. Ils veulent s'en prendre à nouveau à l'Iran. Oui. Quel genre de résultat est-ce qu'il cherche? Je supposais qu'il allait essayer de convaincre Trump de lancer une nouvelle attaque contre l'Iran. Et il essaie d'obtenir le soutien continu de Trump pour maintenir les opérations israéliennes dans le sud du Liban. Maintenant, il y a aussi des questions concernant Gaza. Apparemment, Trump a renoncé à exiger que le Hamas soit désarmé. Donc, Parce qu'il n'y a aucun moyen de désarmer le Hamas. Si c'était possible, les Israéliens l'auraient déjà fait. Eh bien, c'est possible, mais à un coût énorme. Ce serait un combat très sanglant. Ça finirait probablement en corps à corps, et Israël ne veut pas en arriver là. Ils essayent de limiter leurs pertes. Ils ne se soucient pas du nombre de victimes palestiniennes, mais ils veulent réduire les leurs au minimum. Vous voulez dire les Israéliens qui entrent dans Gaza? Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas pu aller très loin à cause des embuscades à Gaza. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on peut le faire. Mais il faut comprendre qu'on va tomber dans une embuscade. Il y aura des pertes. Beaucoup de gens vont être tués ou blessés en Israël. Et malgré tout leur discours musclé, ils ne veulent pas prendre ce risque. C'est pour ça que le Hamas a réussi à les tenir à distance. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent annexer la Cisjordanie. Eh bien, c'est ce qu'ils font déjà. Oui, absolument, tout à fait. La dernière fois, on a entendu Donald Trump dire qu'il n'y aurait pas d'annexion de la Cisjordanie. Vous pensez qu'il va rester sur cette position? Pas d'annexion de la Cisjordanie? Ou qu'il va changer d'avis sur la question?
Eh bien, il ne va pas forcer les Israéliens à abandonner leur colonie en Cisjordanie. Ça, je pense que c'est assez évident. Peu importe ce qu'il dit. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Est-ce qu'il est prêt à couper l'aide à Israël et à dire non, vous allez devoir quitter la Cisjordanie, c'est fini, il n'y aura plus d'aide? Je ne le vois pas faire ça, ce serait la chose idéale à faire, mais il ne le fera pas. Donc on va voir, je pense que vous verrez la poursuite de l'empiètement d'Israël en Cisjordanie et la tentative de chasser les Palestiniens, y compris les Palestiniens chrétiens. Which includes Palestinian Christians. Je vois plusieurs façons, dont même les Européens pourraient trouver un argument juridique contre Israël. Parce qu'honnêtement, personne n'est content de ce qu'Israël fait en Palestine. Exactement. Et selon vous, sur le plan juridique, comment ça se présente? Est-ce qu'il existe une procédure légale pour éviter ça? No, Non, ce n'est pas... Vous savez, la seule chose qu'Israël comprendra, c'est s'il se retrouve complètement isolé. Par exemple, en ce moment, au Royaume-Uni, il y a un groupe de parlementaires, à la fois du Parti conservateur et du Parti travailliste, qui travaillent ensemble pour imposer davantage de sanctions à Israël. Mais ça reste une minorité. Il n'y a qu'environ 75 personnes. Tant que les pays occidentaux continueront de détourner le regard et de ne pas appliquer de sanctions contre Israël, Israël continuera à faire ce qu'il fait. Sanctions on Israel, Israel will continue to do what it's doing. Larry, les nouveaux rapports indiquent qu'il semble que l'Iran et les États-Unis vont se rencontrer à nouveau très bientôt, le 11 juillet, au Pakistan, pour discuter. Et dans ce nouveau cycle de discussion, il semble qu'ils vont aborder la question des avoirs iraniens gelés et des sanctions contre l'Iran. En gros, les sanctions primaires et secondaires, ainsi que le rôle de l'AIEA et du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce seront les prochaines étapes des négociations. Jusqu'à présent, ce qu'on a appris du programme nucléaire iranien, c'est qu'il existe 2 sites en Iran. L'un d'eux se trouve à Téhéran, c'est un réacteur de recherche à Téhéran, où les inspecteurs de l'AIEA peuvent se rendre et vérifier. Et à Bushehr, qui est un projet de coopération entre les Iraniens et les Russes, ils peuvent aussi y aller. Mais les autres sites en Iran ne sont pas ouverts aux inspecteurs de l'AIEA. Alors, imaginons qu'on arrive au 11 juillet. D'après ce qu'on a vu jusqu'ici sur ces sites, est-ce que vous voyez dans le protocole d'accord des points importants? Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils progressent d'une manière ou d'une autre? Oh no, I think there's zero progress at all. Oh non, je pense qu'il n'y a absolument aucun progrès. Vous savez, l'accord a été signé le 17 juin, 60 jours, pendant lesquels l'Iran laissera passer les navires sans payer de péage. Et puis, au 61e jour, ils vont imposer des péages. Il y a tellement de problèmes différents. Et franchement, le plus gros problème, c'est le Liban. Les États-Unis sont censés faire pression sur Israël ou le forcer à quitter le Liban. Mais au lieu de ça, ils négocient un accord qui permet au Liban d'autoriser Israël à rester dans le sud du pays, à occuper du territoire, et aussi à s'en servir comme prétexte pour, disons, trouver un moyen d'impliquer la Syrie, peut-être pour attaquer le Hezbollah. Donc non, franchement, je pense que dans les faits, le protocole d'accord est mort. I think for all practical purposes, the MOU is dead. The United States is not going to free up. Les États-Unis ne vont pas libérer les avoirs gelés. Ils ne vont pas non plus faire de grands pas en avant pour lever toutes les sanctions proposées par l'ONU et d'autres. La seule chose qu'ils autorisent en ce moment, c'est la sortie du pétrole, parce que l'Occident en a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, eux, ne reçoivent pas une goutte de ce pétrole. C'est ça qui est fascinant. Quand on regarde les navires qui partent, il y a en ce moment un pétrolier brut qui s'appelle le Long Wind.
il se dirige vers Fujairah. Donc il est sorti du golfe Persique en passant par la route iranienne. Et il y a un autre pétrolier que je vois là qui se dirige vers l'Inde, vers Bombay. Donc aucun de ces pétroliers ne va vers les États-Unis. Oui, c'est ça qui est intéressant. Les États-Unis ont besoin de ces pétroliers, mais ils ne les reçoivent pas. Donc je suis juste là à observer. Oui. Beaucoup de ces navires partent vers Fujairah, et ensuite, on ne sait pas trop. Peut-être qu'à partir de Fujairah, ils iront ensuite vers les États-Unis. Mais de Fujairah jusqu'à l'un des terminaux pétroliers, là où se trouvent les raffineries dans le sud des États-Unis, c'est un trajet d'environ 42 jours. Donc, il n'y aura pas de soulagement immédiat pour les États-Unis. Il va y avoir au moins un mois de perturbations importantes. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens affirment qu'il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de revenir dans la bataille. Eh bien oui, pour l'instant c'est ça. Et encore une fois, je le vois sous l'angle suivant. Est-ce qu'on observe une action militaire en cours? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a eu une planification, une cellule d'opération, une véritable structure bureaucratique. Et ces structures-là, on les appelle, pour la dernière en date, celle des attaques du 28 février, elles ont été gérées par ce qu'on appelle des CAT, des Crisis Action Teams. Ces équipes ont été mises en place et ont commencé à fonctionner au moins une semaine avant l'attaque du 28 février. Et depuis, elles ont été démantelées. Elles tournent maintenant de 8 à 5 ou de 9 à 5 jours par semaine, comme des horaires de bureau. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de cellules de planification actives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça montre bien qu'il n'y a pas d'opération militaire importante en préparation ou sur le point d'être lancée. Donc, il faut regarder ce genre de choses pour comprendre. Tu vois, est-ce que les États-Unis vont repartir en guerre? Si jamais ils décident de se réengager, alors cette cellule doit se remettre en place. Et il faut commencer à déployer des moyens aériens, du matériel de soutien et du personnel dans la région. En ce moment, ils sont en train de tout retirer. Donc ça réduit le risque d'une escalade majeure, au moins pour les 2 ou 3 prochains mois. Et franchement, je ne vois pas Trump vouloir, tu sais, rallumer un nouveau niveau de conflit avec l'Iran 1 mois ou 2 avant les élections de mi-mandat en novembre. Oui, Marco Rubio et son équipe ont essayé de faire pression sur de nombreux pays à travers le monde pour les dissuader d'assister aux funérailles du guide suprême de l'Iran. D'après les informations qu'on a jusqu'à présent, plus de 100 pays y ont participé. Et quand on parle, Larry, de ces funérailles, je ne comprends pas très bien pourquoi les États-Unis tenaient tant à ce qu'on les évite. Il semble que, pour l'administration, ce soit perçu comme une forme de soutien politique aux Iraniens. Mais le guide suprême, c'est avant tout un chef religieux. Ce n'est pas, tu vois, le président. C'est le chef religieux de l'Iran, et assister à ses funérailles n'est pas vraiment un geste contre les États-Unis, ni contre l'administration Trump. Je ne sais pas toi, quelle est ta perception de tout ça? Écoutez, tout ça, c'est une question de discréditer l'Iran, si possible. Si une centaine de pays se rendent pour commémorer et rendre hommage à l'ayatollah Khamenei, c'est de fait une reconnaissance que l'Iran n'est pas un État paria. Les États-Unis veulent que l'Iran soit traité comme un paria. D'après ce que j'ai compris, au moins 13 pays qui devaient participer se sont désistés. Quelques-uns d'Amérique du Sud, d'autres d'Afrique. Apparemment, l'Afrique du Sud n'y est pas allée. Je n'en suis pas certain.
Mais vu le statut de l'Iran comme membre des BRICS et vu sa position contre la politique d'apartheid d'Israël, je serais vraiment surpris que les Sud-Africains aient cédé à la pression américaine sur ce point. S'ils l'ont fait, franchement, honte à eux. Pour moi, c'est un acte tout simplement méprisable. Écoutez, ces funérailles sont historiques. Il n'y a jamais rien eu de comparable dans l'histoire. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hier, j'ai fait quelques recherches sur les plus grandes funérailles, les funérailles d'État, tout ça. Et pour l'instant, c'est l'Iran qui détient le record de la plus grande cérémonie d'État, celle de l'ayatollah Khomeini, en 1989. 10 millions d'Iraniens y avaient participé. Et aujourd'hui, on estime que ces funérailles, ces cérémonies, ces événements qui vont se dérouler tout au long de la semaine jusqu'au 9 juillet vont rassembler plus de 30 millions d'Iraniens. Donc, ça va être triplé. Quel était le record précédent? J'ai aussi essayé de vérifier. Vous savez, on a déjà eu des funérailles très médiatisées pour des dirigeants morts ou assassinés. Par exemple, celle de John F. Kennedy. Je crois qu'il y avait des représentants de plus de 70, peut-être 80 pays. Mais là, d'après ce qu'on voit, ce qui se passe en Iran, c'est le plus grand événement funéraire de l'histoire, de toute l'histoire du monde. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi énorme, d'aussi massif, avec autant de pays représentés. Et il a dit que l'Occident essaye de ne pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas. Non. Il semble que du point de vue de l'administration Trump, tout ça soit perçu comme une question géopolitique. S'ils y vont, ça voudrait dire qu'ils soutiennent l'Iran contre les États-Unis. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément le cas. Parce qu'il s'agit de relations entre gouvernements, entre pays. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent parti. Même avec l'Arabie saoudite, je dirais que j'ai été surpris que l'Arabie saoudite participe aux funérailles. Je ne pensais pas qu'ils iraient à cause de ce qui s'est passé, de la guerre, de ses conséquences et des attaques. Écoutez, les seuls 3 pays du Golfe qui n'étaient pas présents, c'était le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Le Qatar, Oman et l'Arabie saoudite, eux, étaient là. Et franchement, j'aurais été surpris que les Saoudiens ne participent pas, parce qu'ils ont bien des relations diplomatiques avec l'Iran. Ça montre qu'il se passe quelque chose sur le plan diplomatique entre les deux pays. Et je suppose que les États-Unis ont fait pression sur eux pour qu'ils n'y aillent pas. Mais le fait qu'ils aient finalement décidé d'y aller, ça veut dire quelque chose. C'est un pays qui compte pour l'Iran, à mon avis. Oui, enfin écoutez, MBS n'est pas du tout quelqu'un de fiable, Seigneur. Mais le fait qu'il semble encore disposé à travailler avec les Pakistanais, je pense que l'influence du Pakistan là-dedans est importante, le rôle qu'il joue en coulisses aussi. Et puis le Premier ministre Sharif est venu. Donc en réalité, on a eu des avancées assez significatives, on les a tous eues. On avait le maréchal, on avait Sharif. How smart of force. Like you have about Nisrael Simuni Mersu. Aïe. Oui, tous les membres du Parlement. C'était énorme, la délégation pakistanaise. D'accord. Donc ce que je me demande, c'est à Téhéran, est-ce qu'ils ont assez de chambres d'hôtel pour tout le monde qui arrive? Ouais, les propriétaires des différents hôtels, eux, ils passent une bonne semaine. Mais apparemment, Pachinian est venu d'Arménie. Par contre, je ne sais pas pour Aliyev. Je ne sais pas s'il est venu d'Azerbaïdjan. Non.
C'était le président du Parlement d'Azerbaïdjan et le vice-président de la Turquie. Erdogan, lui, n'y est pas allé. Il a dit qu'il irait plus tard en Iran. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on dirait qu'en ce moment, il négocie avec les États-Unis. Il y a le sommet de l'OTAN et il essaye d'acheter davantage de moteurs aux Américains. Il a donc besoin de se rapprocher de l'administration Trump. Mais à mon avis, ce qui compte le plus, c'est la relation entre l'Iran, l'Arabie saoudite et le Qatar, parce que c'est vraiment crucial pour toute la région. Which is so important for the whole region because they were trying to Parce qu'ils essayaient de... Tu te souviens du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mené par les Chinois? Je pense qu'on est là à un nouveau niveau. C'est un nouveau type de relation, pas un partenariat entre ces deux pays. D'une certaine façon, une compréhension est née de la guerre, et le rôle du gouvernement pakistanais est vraiment essentiel. Et c'est pas tout. Aujourd'hui, le premier ministre pakistanais était en Turquie. Il a dit que le Pakistan et la Turquie sont deux corps avec un seul cœur. Et le gouvernement pakistanais est, d'une manière ou d'une autre, absolument crucial pour la sécurité de la région, Larry. Somehow it's so crucial for the security of the region, Larry. Mm-hmm. Madame, le Pakistan, c'est un peu le pays de référence pour la Chine et la Russie dans la mise en place de cette nouvelle, disons, architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Vous savez, l'une des grandes inquiétudes, c'est qu'Israël prenne une initiative, comme tenter d'assassiner le nouvel ayatollah, ou lancer une attaque pendant l'une des cérémonies funéraires pour essayer de tuer le plus possible de hauts responsables iraniens. Et, vous savez, il y a eu des informations selon lesquelles un complot de ce genre était réellement en préparation. Mais on s'attendrait à ce que le Pakistan joue un rôle clé pour prévenir les Israéliens, en leur disant clairement de se calmer et de ne surtout pas faire une chose pareille. Warning the Israelis, you better back the hell off and not do anything like that.